Comment engager une maison de textile dans un modèle durable et responsable, loin des dérives de la fast fashion? Voilà le thème de notre débat avec Olivier Classiot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le Merci cofondateur du cabinet Des Enjeux et des Hommes. Et puis avec nous en visioconférence, Charlotte Dereux, la fondatrice de Patine. Bonjour Charlotte Dereux. On détaillera votre engagement tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Patine en quelques mots? Oui, Patine est une marque que j'ai créée il y a bientôt 4 ans. Je dis souvent que je suis une repentie de la fast fashion et j'ai mis 15 ans à oser lancer ma marque, et le jour où j'étais prête, il n'y avait plus besoin de rien. Il y a déjà trop de modes qui existent, et du coup l'idée est d'essayer de créer un nouveau chemin, de montrer une nouvelle voie pour les marques. C'est-à-dire créer, faire des beaux vêtements, mais tout en respectant aujourd'hui le budget environnemental et social de la planète. C'est-à-dire qu'on n'a plus de réserve, donc il faut en utiliser le moins possible et faire des choses qu'on garde, qu'on ne jette pas, qu'on aime. Voilà. Alors, on entrera dans le détail tout à l'heure, mais Olivier Classiot, le cabinet des enjeux et des hommes accompagne les changements dans les entreprises. Est-ce que vous diriez, pour avoir peut-être une vision un peu globale, que l'industrie de la mode est en train de faire sa mue? Alors, il y a eu vraiment des électrochocs, notamment l'épisode du Rana Plaza. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des initiatives collectives qui sont en train de voir le jour. Les enjeux ne sont pas simples. Peut-être qu'on rentrera dans le détail. En tout cas, on voit des acteurs de cette fast fashion qui sont en train de se remettre en question. Et puis, on voit aussi ces petites marques qui donnent l'exemple et qui créent les bonnes pratiques. Alors, vous avez cité effectivement le drame du Rana Plaza au Bangladesh, 24 avril 2013, oui. 1135 morts dans cet immeuble qui abritait de nombreux ateliers de confection. Qu'est-ce qu'on découvre sur les étiquettes dans les débris? Pourquoi c'est un électrochoc? C'est un électrochoc parce que d'abord, on découvre les marques qu'on connaît. Or, les coulisses de la mode sont des choses que le commun des consommateurs ne connaît pas. C'est assez flou, c'est assez lointain. Et donc, nous explose à la figure les conditions de travail, le fait que la sécurité ne soit pas mise en place, et puis cette responsabilité des marques. Parce qu'au-delà des entreprises dont on ne connaît pas forcément l'existence, on a des logos qu'on achète tous les jours. Ouais. Voilà. Et donc, tout d'un coup, le consommateur se rend compte que peut-être il ne fait pas le bon choix. Et donc, de là découle un certain nombre de cadres et de pressions qui ont pour objectif de mettre ce secteur devant ses responsabilités. Et il y a de nombreux enjeux, et pas seulement l'enjeu social. Effectivement, il y a de nombreux enjeux. Si vous deviez, Charlotte Dereux, caractériser les dérives de la fast fashion, vous diriez quoi en quelques mots? Je dirais, côté consommateur, il y a l'aspect un peu gueule de bois, c'est-à-dire le plaisir instantané en fait qui est de moins en moins. On se rend compte qu'on est trahi en fait très très vite. Il y a une sorte d'euphorie quand on va en magasin parce que la bonne pièce, une impression de luxe et l'impression que ta vie va changer avec cette nouvelle jupe ou ce nouveau top. Et puis chez soi, très vite, on se rend compte qu'une fois devant son placard, elle apporte rien, elle sert à rien. Et je rajouterais, avec la conscience écologique qui s'éveille, on se sent même encombré. Alors on se sent encombré dans sa tête et encombré aussi physiquement parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire de ce vêtement, ce qui pose un autre problème aussi avec Vinted qui pour moi est une autre sorte de catastrophe parce que du coup on recrée une liquidité sur la fast fashion. On peut acheter, revendre et ça résout rien du tout, mais bon, c'est encore un autre débat. Je dirais que la fast fashion en plus est allée finalement aussi dans la... Disons que c'est pas la fast fashion en revanche qui a inventé la fabrication à bas coût dans des pays où on respecte pas le droit du travail. Ça, c'est apparu dans les années 90 et par exemple Patine, qui est une marque qui est ancrée dans le style des années 80-90 justement, le streetwear, voilà. On essaie de garder ce qui est bon dans ces vêtements en termes de style, mais de changer tout ce qu'on nous a caché derrière, puisque c'est dans les années 90 que la majorité des grandes marques américaines se sont séparés de tout leur appareil productif et sont allés fabriquer en Asie. Et c'est l'avènement aussi des super marques et du fait qu'on rêve des grandes marques dans la mode. Mais ces grandes marques, en fait, on rêve de la façade, mais pas du tout de ce qui se passe derrière. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est réconcilier devant, derrière. On parle de beauté intérieure et extérieure. Pour moi, on peut plus choisir entre les deux. Je voudrais prendre un exemple concret sur le coton que vous utilisez. C'est du coton bio, j'imagine. Ça signifie quoi? Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés chez Patine pour tenir cette promesse?
Alors effectivement, souvent les marques qui s'engagent commencent par leur matière. Alors chez Patine, du coup, comme on a lancé il y a 4 ans, on voulait aller plus loin que le coton bio. Donc pour le t-shirt, on utilise un fil qui est 100% bio et qui contient 40% de fibres recyclées. C'est du recyclage de fibres on dit pré-consumer, ça veut dire des déchets d'usine, des débris d'usine qui sont réenroulés autour du fil vierge pour faire un fil très solide, mais du coup texturé avec 40% du coup de fibres qui ont une deuxième vie. Ça, l'intérêt, c'est de réduire encore plus la consommation en eau. Nous, on suit 3 indicateurs clés chez Patine. On suit les émissions carbone, on suit donc l'empreinte carbone de nos vêtements, on suit la pollution de l'eau et on suit le volume d'eau utilisé. Utiliser par exemple du coton recyclé permet de réduire largement, sensiblement le volume d'eau utilisé pour un vêtement. Donc ça, c'est bien. Après, le travail justement ne s'arrête pas du tout à la matière parce qu'il faut faire attention où la matière pousse, il va y avoir un impact sur le transport parce que du coup, plus on utilise une matière qui est proche du consommateur final, moins on utilise aussi de ressources et c'est très très important. D'où l'importance, nous, notre choix de choisir des matières les plus locales possibles ou le plus près possible. Donc par exemple, prendre un coton qui va pousser en Tanzanie plutôt qu'au fin fond de l'Inde, c'est un choix qui est réfléchi. Et puis confectionner aussi à moins de 3000 km pour tous nos vêtements pour essayer de limiter cet impact. Olivier Classio, il y a des labels qui garantissent une mode durable, une mode responsable. Oui, absolument. Et ça, c'est très important parce que Charlotte l'a évoqué. Aujourd'hui, dans le textile, ça existe dans plein d'autres secteurs, dans les cosmétiques notamment aussi, mais il y a cette notion de filière. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la filière, la chaîne de valeur des fournisseurs qui, à un moment donné, arrivent à la marque dont on connaît le logo. Alors, il y a en effet des labels officiels qui sont vraiment des labels reconnus. Les 2 plus connus sont GOTS et GRS. Donc GOTS, ça veut dire Global Organic Textile Standard en anglais. Et GRS, c'est son équivalent sur le recyclé. Donc même sur une matière recyclée, on peut avoir cette traçabilité. Et donc c'est intéressant aussi d'éduquer le consommateur à faire la part des choses entre des labels qui sont vraiment fiables et puis des choses qui parfois peuvent être autoproclamées. Ouais. Charlotte Duro, je crois que vous devez partir avant la fin du débat. Donc je vous pose une dernière question tant que vous êtes là. La recyclabilité des vêtements, le mot n'est pas si simple à prononcer. Vous y pensez aussi? C'est une solution pour vous? Alors, c'est important plus que recyclabilité, c'est qu'est-ce qui va être son empreinte sur Terre une fois qu'on n'en fait rien. Alors, 2 choses là-dessus. Moi, le recyclage est hyper important, de ne pas fabriquer par exemple des vêtements en polyester vierge ou en mauvaise viscose qui vont mettre des centaines d'années à se biodégrader et tout ça en plus en relâchant dans la terre des produits chimiques mauvais, ça c'est important. Cependant, le recyclage, c'est un combat qui est aussi celui de la fast fashion c'est bien, mais en même temps, le fait de dire qu'on peut recycler les choses, c'est pas du tout encourager à baisser sa consommation. Et mon avis aujourd'hui est que le recyclage est effectivement le grand combat du coup de ces marques de fast fashion pour continuer à exister en tant que modèle économique, parce que comme si on a une solution pour que le vêtement puisse redisparaître et renaître de ses cendres, tel Jésus-Christ, pour qu'on rachète du coup un top à 10 €, pour moi c'est pas la solution. Le combat de marques plus petites et engagées et petites mais solides et en croissance, c'est pour moi d'essayer de fabriquer des vêtements qu'on garde. Et dans la recette de garder un vêtement, ça ne veut pas dire être tous habillés en toge bleu marine triste et se punir, ça veut dire tout penser pour qu'on aime ces vêtements longtemps. Et pour les aimer longtemps, il y a plein de façons de faire, évidemment qu'ils soient très beaux, qu'ils soient beaux de l'intérieur, comme on a pu le voir aussi en étant extrêmement transparent sur leur fabrication et la traçabilité complète de la fibre jusqu'à la teinture et qui a fait le vêtement. Mais c'est aussi toute l'émotion qu'on peut y mettre, c'est les références historiques et culturelles pour expliquer les choix qu'on a fait d'un point de vue design. Et puis, c'est de créer des marques qui sont aujourd'hui connectées à leurs clientes. C'est pour ça que toute une génération de nouvelles marques comme la nôtre sont en train de grandir. C'est que
on est en direct avec nos clients, avant tout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur le compte Patine Paris. On discute 2 heures par jour, tous les jours. Moi, c'est ce que je fais depuis 4 ans, 2 heures à discuter avec nos clientes pour concevoir les vêtements avec elles et puis pour s'assurer qu'elles continuent à les porter, à les aimer. C'est un travail de tous les jours. On n'abandonne pas le vêtement une fois qu'il est vendu. Merci Charlotte de Bonvent à Patine, cette notion de communauté, effectivement. Olivier Classio, les enjeux dont on parle là, ils sont majeurs parce que ça ne va pas se calmer. L'augmentation de la population mondiale fait que la quantité de déchets liés à l'industrie de la mode, elle est potentiellement exponentielle, quoi. Exactement. Il y a quelques secteurs, dont le digital, dont les impacts vont croissant et on ne sait pas comment on va freiner ça, et la mode aussi. Donc, aujourd'hui, force est de constater qu'on a une augmentation de la population et en moyenne, évidemment, une augmentation du panier textile moyen. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ce modèle de fast fashion, il génère une pression sur les ressources, beaucoup de déchets, dont la fin de vie n'est pas pensée intelligemment à ce stade. C'est pour moi le gros défi. Ouais. Et puis, ça soulève le modèle de consommation. Alors, il y a quand même des solutions. En tout cas, il y a quand même des voies d'amélioration. La première, on l'a évoqué avec Charlotte, c'est la filière, parce que la filière, c'est à la fois du social et puis des pratiques environnementales. C'est accompagner ses fournisseurs. Et pour ça, il faut garder les mêmes fournisseurs dans la durée. La deuxième chose, c'est de travailler sur la matière. On en a parlé. Donc, c'est d'être sûr que la matière, si elle est vierge, répond à un certain nombre de standards, dont les labels qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais c'est aussi d'essayer au maximum, et elle a donné l'exemple de Patine, d'injecter de la matière recyclée dans les nouveaux produits. Sauf que cette matière, aujourd'hui, dans le textile, ce qui est très compliqué, c'est que la fin de vie n'est pas pensée. Il y a en RSE, on appelle ça l'éco-conception. C'est quand on invente un nouveau produit, de déjà réfléchir à ces étapes. Usage. Voilà. Et donc, par exemple, conclusion, malheureusement. La séparabilité, par exemple, c'est un sujet très important. Donc, comment je mélange pas trop des fibres qui seraient difficiles à... Et puis, l'avenir, quand même, c'est est-ce qu'il y a un nouveau modèle économique Charlotte était assez critique sur la seconde main. Je pense qu'une seconde main intelligemment pensée, c'est quand même intéressant. Et puis, on voit émerger des marques où on n'achète plus le produit, mais on le loue. Et donc, peut-être que l'avenir, c'est qu'on n'ait plus des placards pleins de vêtements, mais que les vêtements circulent et qu'on les utilise de manière complètement différente. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble, Olivier Classio, peut-être avec une autre marque, une grande marque très connue des consommateurs français. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, on découvre un gel douche sain pour nous et pour la planète.